Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout d'abord en kiosque avec quelques journaux parus ce matin. On commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Macron au Tchad. Les enjeux d'un voyage. Le président français qui semble se lamenter plus que la famille du défunt président tchadien est en déménagement à partir d'aujourd'hui pour assister demain aux obsèques du président Idriss Déby Itno. Un déplacement sous-tendu par des très gros enjeux, des enjeux géopolitiques et géostratégiques dans la sous-région en général et dans un pays en particulier où la confusion règne. Les dernières heures d'Idriss Déby Itno à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Douala deuxième, des villageois sans terre, des hectares de terrain appartenant à la communauté Youpoué ont été arrachés au mépris d'une note ministérielle. Un groupe d'individus qui s'en tirent avec plusieurs dizaines d'hectares de terrain et donc le sous-préfet de Douala 2e, 10 hectares pour le docteur Didier Bidja. Le journal parle aussi de vaccination. Le tour du gouvernement, le PM et ses collaborateurs ont reçu leur dose de vaccin mercredi au cours d'une mise en scène très médiatisée, écrit le journal. Et le journal parle aussi de justice pénale, rétablir la confiance, c'est ce qu'on retient de la réunion de concertation entre les acteurs de la chaîne judiciaire réunis à Douala. On se rappelle bien que les justiciables ne font plus trop confiance à la justice et du coup, il faut voir évidemment qu'est-ce qui ne va pas avec toutes ces lenteurs administratives observées dans les différentes procédures judiciaires en cours. Le journal parle aussi de décès, Parlement. Mondjo Alifaka est mort, la vice-présidente est décédée à Boya, cela porte à 6 le nombre de députés partis au cours de la mandature. Le quotidien Le Messager. Disparition d'Idriss Déby Itno, quelle menace pour le Cameroun, un allié de poids dans la lutte contre Boko Haram. La mort du numéro 1 tchadien laisse un grand vide sécuritaire au moment où des rebelles menacent de marcher sur N'Djamena. Obsèque Germaine Aïdjo pour l'éternité. Elle a été inhumée, l'ex-première dame du Cameroun a été inhumée hier à côté de son époux à Dakar au cimetière de Yoff. Le journal parle aussi d'immatriculation de domaine national. Mafia autour des décisions ministérielles à Youpoué. Depuis 2019, cette communauté villageoise ne parvient toujours pas à rentrer en possession de la dotation par les dotations de l'État. Un groupe d'individus s'étant taillé la part du lion de tout ce patrimoine foncier. On poursuit cette revue de presse avec le journal Le Jour, le quotidien Le Jour qui met en sa une, qui évoque les acteurs de l'opposition qui se réunissent pour parler code électoral. Ils se concertent à nouveau. Le journal évoque aussi la nuisance sonore qui monte en décibels au Cameroun. Le quotidien Mutation, Marois, la psychose de Déby, la mort du président tchadien fait craindre une recrudescence des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord. Le journal a donné la parole à un géostratège qui en fait l'analyse. Émergent 5 millions de personnes au Cameroun victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Cette insécurité alimentaire serait accrue par le conflit armé au nord-ouest, au sud-ouest, qui a par exemple ravagé tout un gros complexe, le plus grand complexe agro-industriel du Cameroun, la CDC, qui était le deuxième employeur après l'État, ainsi que les exactions de Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Le journal Tribune d'Afrique parle du Tchad, clair-obscur sur la mort du Napoléon noir, évoquant ainsi la disparition d'Idriss Déby Itno du Tchad dans des circonstances que l'on pourrait qualifier de troubles. Téméraire jusqu'au bout. C'est le titre que consacre Faustin Djikam au combat de l'ex-première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo, qui se battait pour le rapatriement de la dépouille de son époux au Cameroun. Malheureusement, elle s'en va sans l'avoir vu de ses propres yeux. Financier d'Afrique parle des 5 métiers les plus recherchés dans la finance digitale. Le journal indique évidemment que ces 5 métiers, il y a ingénieur info data finance, ingénieur financier junior, product owner, data analyst et expert en sécurité numérique. Le Cameroun Tribune parle de recrutement dans l'armée, des épreuves difficiles, une formation éprouvante, mais 130 000 jeunes Camerounais se bousculent quand même pour briguer les 12 000 postes ouverts dans les différents corps au titre de l'exercice 2021. Les raisons de cette remarquable motivation à lire dans les colonnes
du quotidien Cameroun Tribune et le journal qui parle aussi de PM John Gouté, Vaccinated, le chef du gouvernement qui a donc reçu sa dose de vaccin en compagnie d'autres membres du gouvernement. Le quotidien L'économie parle de l'intensification des investissements turcs au Cameroun avec dans l'hôtellerie, l'énergie, la santé et les infrastructures. C'est du moins ce qui ressort de l'audience accordée le 14 avril dernier au nouvel ambassadeur de Turc au Cameroun par le ministre Alamine Ousmane Meh. Et puis, le journal Politics parle de canonisation. Cardinal Toumi, le miracle inachevé de Dieu au Cameroun. La religion et la politique sont des sphères de valeurs ou des ordres de vie. Mort à l'âge de 91 ans pendant le Triduum pascal, le premier cardinal camerounais aurait pu, s'il avait souhaité, être président du Cameroun comme le prêtre catholique Jean Bertrand en Haïti. Et on finit donc cette revue de presse avec le journal satirique Le Popoli. Le journal satirique Le Popoli qui parle ici de Toumi, Ayato, Monka, Mendozé, Moukete, plus récemment Mondjoa Lifaka. Embouteillage sur la route de l'enfer, écrit le journal. Un cercueil mystique défile dans les hautes sphères de la nation. Évidemment, sur cette image, sur votre petit écran, un cercueil ambulant qui circule et poursuit Gilbert Timiévouna qui s'enfuit à toute vitesse. Et on donnait pour mort par la rumeur plusieurs fois, en tout cas. Il a été évacué en Suisse. Mais justement, devant ce cercueil, il y a ce panneau. Derrière ce panneau, 3 personnalités qui s'y cachent. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, Marcel Niad Difendi du Sénat et Kava Yege Djibril de l'Assemblée nationale. Comme quoi, le journal dit à qui le tour. Voilà pour ce qui est donc la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chuliette. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais aussi adresser mes condoléances à la famille de Madame Germaine Aïdjo, cette grande dame qui a disparu la semaine dernière et qui a été enterrée hier. Il faut dire que sa mort a été un peu étouffée par l'actualité trépidante avec au centre le décès brutal du président Idriss Déby. Mais il faut dire que la disparition de cette dame a laissé une bonne partie du Cameroun dans une certaine affliction. Question rituelle. Le fait d'actualité qui m'a le plus marqué, c'est vrai que l'actualité est riche, mais celui-là, c'est le point de presse donné la semaine dernière par le chef du 3e degré du village du Haut-Pouer, Sa Majesté Bébé, qui a ameuté la presse et a informé la presse d'une situation extraordinaire. D'ailleurs, le Messager et la Nouvelle Expression en parlent ce matin. Plus d'une 60aine d'hectares qui ont disparu, attribués par le président de la République, dont et autres CD mis à la disposition de la communauté Youpopa, des ministres des domaines, qui ont disparu, et maintenant qui se retrouvent avec des propriétaires qui brandissent des titres fonciers déjà, attestant que ils sont là, ils exploitent ce terrain depuis 1972. Or, le village Youpo n'existe que depuis 1978. Alors, comment est-ce que ces personnes ont-ils commencé à exploiter un village qui n'existait pas, et maintenant ils sortent des titres fonciers, alors que ce village, les terres de cette terre viennent d'être rétrocédées au chef qui se retrouve avec des gens brandissant des titres fonciers. Cette affaire-là est en train de faire les choux gras et le Messager de la Nouvelle Expression aujourd'hui. Moi, je pense que elle est très grave, cette affaire. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le plaisir à regarder la revue très qualitative des journaux paraissant au Cameroun. Bonjour au doyen Camille Nélé, que toute l'Afrique et tout le Cameroun nous envie. Actualité qui vous a plus marqué? Disons que moi c'est plutôt une actualité, j'allais dire funeste, qui a retenu mon attention cette semaine. La première pour indiquer que j'étais un peu déçu par le traitement consacré à la presse avec grand P aux obsèques du cardinal Toumi. Je crois que les obsèques comme ceux-là, comme les obsèques comme le cardinal Toumi méritaient au moins un minimum que le temps suspende son envol et que les Camerounais des 4 coins du pays puissent vivre cet événement-là. C'est vrai qu'il y a, qu'il fallait faire c'est vrai qu'il y a eu des petits décrochages, ça et là, mais je pense qu'on aurait pu consacrer au moins 2 heures de direct. Toutes les télés devraient s'arrêter pour le dimanche. En général, on nous diffuse des messes à longueur de journée que personne ne regarde
très souvent parce que les gens sont pour autre chose. Mais le signal a été écrit par beaucoup de chaînes. Non, on aurait pu faire mieux que ça. Je suis pas sûr qu'on aura notre cardinal un jour, mais ça méritait qu'on ait vraiment que le temps suspende son envol et que le monde entier vive ce qui se passe au Cameroun pour le fait qu'on a eu la chance d'avoir un cardinal. On n'est pas sûr qu'on en aura un autre un jour. Je disais que c'était une actualité funeste pour dire que dans le même ordre d'idées, l'actualité du Tchad a dilué un peu le décès de la première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo. Je pense qu'on aurait pu aussi lui consacrer beaucoup plus de temps pour interroger le patrimoine légué par Aïdjo et l'héritage que laisse Aïdjo au Cameroun. Parce que là, on vient de perdre une excellente occasion pour le Cameroun de se réconcilier avec sa propre histoire. Parce que voyez-vous, si vous avez flirté avec un peu d'anthropologie politique, vous allez sans doute remarquer qu'en tant que Bantou, quand on ne fait pas le deuil de son parent, on est maudit. Et jusqu'ici, le Cameroun n'a pas fait le deuil d'Aïdjo, c'est un peu grave. On avait l'occasion de rattraper ça avec Germaine Aïdjo, là voilà, qui est morte à l'étranger comme son mari. Et je crains que c'est une double malédiction qui s'abatte sur le Cameroun. Je vous fais la promesse que politique reviendra de manière plus profonde. D'ailleurs, on a commencé avec les biens pillés d'Aïdjo là, il y a quelques jours. Nous allons faire un grand dossier que nous allons consacrer à Germaine Aïdjo, la première dame, et le patrimoine légué par Aïdjo, pour que les Camerounais sachent effectivement ce qu'on doit retenir de ce premier président camerounais. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour faire le deuil, parce que même quand on a perdu du temps, on finit toujours par faire le deuil. C'est ce qui est aussi important, Guy Fonga. Camille Nélé, parlons de l'actualité au Tchad. Idriss Déby Itno s'en est allé dans des conditions, ou alors tout au moins des circonstances plus ou moins troubles, plus ou moins claires. Est-ce que cette menace pour le Cameroun, comment vous l'appréhendez? Non, moi je dis que les conditions de la disparition d'Idriss Déby restent jusqu'ici extrêmement controversées. On se demande exactement s'il est mort sur le champ de bataille. On se demande si, et beaucoup de personnes se demandent si ce n'est pas tout simplement une révolution de palais et si Idriss Déby n'aurait pas pu être exécuté dans son propre palais. Mais pourquoi, par qui? On peut se poser la question. Et la grande question que se pose le messager, et même certainement Mutation ce matin, c'est les incidents sur la sécurité du Cameroun. Parce qu'avec la disparition d'Idriss Déby, on réalise que c'est toute la sous-région qui est désormais une porte ouverte au djihadisme et au grand terrorisme international. Et je me souviens que après la mort, avant même la mort de Kadhafi, Idriss Déby avait été le seul chef d'État africain qui avait publiquement indexé la France et dit à la France de faire attention avec ce qui va se passer, parce que si jamais on réussit à éliminer Kadhafi, ce sera la voie ouverte pour le djihadisme international. On a vu ce qui est arrivé. Aujourd'hui, la Libye elle-même n'existe plus. Et vous savez très bien que la France porte une lourde responsabilité historique sur ce qui arrive aujourd'hui en Libye, au Sahel. Et après la disparition de Kadhafi, on réalise que Idriss Déby était le seul rempart qui était en mesure de combattre ce djihadisme qui déferle du Sahel en Afrique de l'Ouest, maintenant jusqu'en Afrique centrale. Maintenant, Déby mort, que va-t-il se passer? Et c'est le problème qui se pose. Parce que vous savez très bien que les forces armées tchadiennes étaient sur tous les fronts grâce à Déby. Maintenant qu'il est mort, quelle sécurité pour le Cameroun? Et c'est pour ça que le messager, j'ai vu l'excellent questionnaire adressé par Dassi à un certain nombre d'acteurs de la société civile et de la politique qui ont donné des points de vue convergents en disant que le Cameroun est vraiment en danger. Il faut renforcer les mesures, c'est le dispositif sécuritaire. Oui, mais c'est trop facile. Moi, je dis que quand on dit renforcer les mesures sécuritaires, moi, j'ai l'impression qu'on enfonce une porte ouverte. Le Cameroun a toujours renforcé ses frontières. Si le Cameroun n'avait pas renforcé ses frontières, nous serions déjà un État néant depuis très longtemps. Vous le savez très bien. Peut-être qu'ils veulent parler un peu plus de vigilance. Hein. Non, mais le Cameroun est l'une des armées les mieux outillées du monde. Mais seulement, vous n'oubliez pas que pour ce qui est de Boko Haram et même de la crise du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ce sont des guerres asymétriques qui mettent l'armée camerounaise à toute épreuve. Mais nous allons revenir tout à l'heure en réalité sur ce comité militaire qui est mis en place au Tchad et pour lequel je vais vous donner des informations assez importantes. Qui avait Fongan? Non, je vais simplement dire que la chute de Déby est une circonstance aggravante pour l'insécurité au Cameroun. Parce que ce qui va se passer, j'ai vu les gens jubiler et célébrer la chute d'Idriss Déby en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Même des hommes politiques camerounais. Des hommes politiques camerounais célébrer
de manière indécente. D'une indécence indescriptible. C'est simplement un indicateur clair de ce que ils n'ont aucune maîtrise des vrais enjeux, des logiques qui peuvent sous-tendre cette chute. Parce qu'à la vérité, on est déjà dans la région de l'Est menacé, on est attaqué en interne avec la crise au Nozo. Maintenant, avec la chute du débit, tout ce qui va arriver Boko Haram, avec la porosité de nos frontières. Il faut surtout dire qu'il a été le commandant en chef. On l'a dit même au front. Ça veut dire qu'on est désormais totalement encerclé et en insécurité. Si aujourd'hui nous avons réussi à maîtriser Boko Haram, c'est fortement grâce à Idriss Déby qui nous a été d'un apport incroyable dans cette bataille-là. Aujourd'hui qu'il est tombé, eh bien, il faut sérieusement craindre. D'ailleurs, vous savez qu'on a une relative proximité avec les gens de l'extrême nord. Je trouve qu'ils sont très inquiets là-bas. Est-ce que vous pensez... Sérieusement inquiets sur l'avenir, comment ils vont vivre là-bas désormais. Mais tout au moins, le Tchad a une vieille tradition militaire. Là-bas, la guerre est quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose d'un peu plus banal. On est aguerri aux guerres. Est-ce que finalement, dire que Idriss Déby Itno n'est plus là, c'est donner l'impression que après Idriss Déby Itno, ça sera le chaos total? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes à poigne capables de mener le même combat? On peut spéculer en disant aussi, sauf que je n'ai pas le sentiment personnel que Déby avait préparé cette sortie. Il ne s'attendait pas à partir ici. Tous les éléments semblent indiquer qu'il a été abattu par sa garde rapprochée et qu'il n'a jamais été abattu au front, contrairement à ce qui transparaît. Donc il faut faire très attention. Ça veut dire que... il faut préciser que son fils était commandant général. Oui, je ne veux dire général, commandant de la garde présidentielle. Donc il y a beaucoup de suspicions autour de lui sur sa chute. Et quand vous dites que Déby, je veux dire que sa chute, on pourrait penser que quelqu'un d'autre avec la même trempe prenne le relais, mais il faut s'en inquiéter parce que vous avez dans la théorie des organisations, vous avez des leaders charismatiques innés. Il y a la Libye qui nous parle. Vous avez depuis la chute de Kadhafi, on a du mal à trouver quelqu'un qui a du tempérament et du niveau de Kadhafi. Est-ce que les puissances occidentales aussi ne font pas jeu trouble pour que... Absolument, ils ont joué. Absolument, aujourd'hui, il est quasiment établi que la France a une grosse responsabilité dans la chute de Kadhafi. On connaît tous l'histoire d'une rébellion qu'on avait totalement fabriquée à Benghazi pour aller attaquer Tripoli. Les rebelles qu'on avait armés à Benghazi, c'est cette histoire, tout le monde la connaît, pour aller fragiliser le régime de Kadhafi. Aujourd'hui, ceux qui suivent un peu l'activité tchadienne de près savent que plusieurs fois, les rebelles ont tenté d'entrer dans le palais. Ils ont été neutralisés par les forces françaises. À chaque fois, on appelait le président Déby pour lui dire que les rebelles sont à l'entrée de la capitale. Qu'est-ce que tu fais? Il a fait profil bas et on les a fait replier. Et aujourd'hui, miraculeusement, ils sont rentrés et puis ils ont fait le désordre. Non, c'est pour dire que, quoi qu'on dise, qu'on l'aime Déby ou qu'on ne l'aime pas, on devrait pouvoir extraire la bonne graine de l'ivraie. La chute de Déby nous donne des sérieuses raisons de s'inquiéter sur notre propre avenir, sur notre propre destin à nous-mêmes. Parce que nos frères du Nord sont très inquiets. Ils ont perdu le sommeil depuis 2 jours parce qu'ils sont envahis par les réfugiés qui viennent de... Oui, eux-mêmes qui, sur leur territoire, qui ont peur. Qui ont peur. Donc, vous savez, tout ce que ça peut engendrer comme dégâts collatéraux, etc. Donc, il faut faire très attention. On devrait sérieusement se poser de vraies questions. Camille Nélé, sur ce départ d'Idriss Déby Itno, est-ce que quand vous regardez son fils, le général de corps d'armée, il faut le préciser, Mahamat Idriss, est-ce qu'il ne peut pas tenir le pari, même si la communauté internationale, comme on le dit, et quelques organisations dénoncent le fait qu'il existe des mécanismes de succession constitutionnelle? Tout cela a été suspendu par le nouvel homme fort de N'Djamena. Moi, je pense que dans la situation actuelle, c'est-à-dire de façon prosaïque, on ne pouvait pas faire jouer la Constitution après la disparition brusque de Déby. Non, c'est impossible. Ça n'a pas de sens avec des rebelles qui sont en position d'agression. Moi, il y a deux questions que je me pose, moi, en tant que connaisseur du Tchad. Vous savez, j'ai longtemps vécu au Tchad, j'ai fait de nombreux déplacements au Tchad. J'ai eu même l'occasion de rencontrer beaucoup d'hommes politiques du Tchad, beaucoup de militaires, beaucoup de ministres, beaucoup de hauts cadres de la société. Et je peux même vous dire que le 13 avril 2006, au moment où les forces rebelles du FUC
entré en N'Djamena, j'étais en N'Djamena, j'habitais au quartier Ambassadna, et je vous assure que 3 jours plus tard, j'ai vu les rebelles arrêtés qui étaient exposés sur la place de la Nation. C'était quelque chose d'hallucinant. C'était l'un de mes premiers contacts avec le Tchad. Et à cette époque-là, le général aujourd'hui du corps d'armée, Bichara Issa Diadala, était ministre de la Défense. Bon, donc je veux dire que la question que je me pose, les deux questions que je me pose. La première question: dans quelles conditions Déby est-il exactement mort? Est-il mort au champ de bataille, comme on le dit, ou est-il mort dans son palais, comme beaucoup de sources sont en train de le... Camille, avant que vous ne poursuivez, lui-même il le disait dans cette vidéo, il disait que tant que le Tchad sera attaqué, lui il ira toujours au front, même s'il faut y aller et mourir. Est-ce que ce n'était pas prémonitoire quand même? Prémonitoire, non. Moi je dis plutôt que c'est un militaire né, un guerrier né, quelqu'un qui a fait la guerre pendant toute sa vie. Mais maintenant, depuis 90, a réussi à faire évacuer le spectre de la guerre au Tchad. Parce que pendant 30 ans, le Tchad a connu certes des petits soubresauts avec des attaques rebelles, mais le Tchad a connu une relative stabilité qui a permis à ce pays d'être construit. Donald Boscam qui revient de N'Djamena et à qui j'avais donné des adresses pour qu'il rencontre des personnes, a vu la ville et m'a dit qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Donc j'étais en train de dire qu'il y a deux choses. Maintenant, qui a fait ça? Et maintenant, quelle est la substance même de ce comité militaire de transition? Parce que le comité militaire de transition, aujourd'hui, est dirigé par Mahamat Idriss Déby, qui a 37 ans, dont l'âge que son père avait en 1990 quand il prenait le pouvoir. Mais Mahamat Idriss Déby est général de corps d'armée. Général de corps d'armée alors qu'il est entré dans l'armée en 2006. Quand il est entré dans l'armée en 2006, le général Bichara Issa Diadala était général de division et est passé général de corps d'armée en 2007. Ça veut dire que le fils Déby a pris l'ascenseur pour se retrouver... Il a brûlé les étapes. L'ascenseur pour se retrouver général de corps d'armée au même titre que Bichara Issa Diadala, par exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est que la force rebelle qui attaque le Tchad aujourd'hui s'appelle le FAT. Mais est-ce une excroissance d'une force rebelle qu'on appelait le MAT, qui avait été créé par le docteur... Il faut préciser la force pour l'alternance et la concorde au Tchad. Oui, mais le MAT, lui, c'était le mouvement pour l'alternance, le MAT. Hein, il y a 7 ans, qui avait été créé par le docteur Mchi Ali Orjo. Est-ce le même mouvement qui a évolué? Mais ce mouvement-là, il faut le dire, avait énormément de points de convergence au Tchad et à l'étranger. Est-ce le même mouvement qui a continué, qui a réussi maintenant à obtenir des financements pour avoir des armes? Parce que ces rebelles sont extrêmement armés. Maintenant, quand on regarde donc le comité maintenant militaire de transition qui a été formé autour du fils Déby, on réalise qu'il y a là-dedans l'actuel ministre de la Défense, oui, Souleymane Abakar, il y a le commandant de la gendarmerie nationale, le général Tiraïna, le ministre de l'Intérieur, Ismaël Chaïbou, le chef d'état-major des armées, Abdelkrim. Bon, maintenant, on retrouve là-dedans aussi Mamadou Abdelkrim, parce que Mamadou Abdelkrim, c'est toute une histoire. C'est Mamadou qui avait attaqué le Tchad en 2006 et qui avait été défait par Déby, qui est reparti. Et maintenant, en 2007, il a fait la paix avec Déby. Et Déby le prend en 2007 comme ministre de la Défense. Mamadou était comme général de brigade, il reprend, et il passe général de division exactement comme le général Bichara Issa Diadala, qui avait été alors envoyé comme gouverneur de Ouadaï. Mais Mamadou Abdelkarim n'a fait qu'un an comme ministre de la Défense, et il s'est enfui. Il est parti, il s'est fondu dans la nature. Et il revient en 2016 faire la paix avec Déby. Il est devenu le conseiller spécial d'Idriss Déby. Bon, maintenant, il y a aussi le général Bichara Issa Diadala, lui alors qui est l'une des clés d'Idriss Déby. Il a été ministre de la Défense en 2006, ministre de la Défense en 2000, directeur de la police nationale en 2000. Il a occupé la poste stratégique. Ministre de la Défense 2 fois. Et directeur de la police, et gouverneur de Ouadaï, tout ça. Et maintenant, au moment de la mort de Déby, il était le conseiller, le chef d'état-major particulier de Déby. Alors, voilà donc la plus grosse machine de Déby qui se retrouve autour du fils. Du fils qui, lui, en réalité, était tout petit quand ils avaient fait leur carrière dans l'armée. Comment est-ce que les choses vont-elles se passer? Lui, le fils Déby, aura-t-il le charisme de son père? Ils lui ont fait allégeance quand même. Ils lui ont fait allégeance. Bon, maintenant, est-ce stratégique? Était-ce dans le but de pouvoir d'abord arranger les choses? Et puis, bon, on réalise au moins une chose qui est positive, c'est que tous ces militaires ne sont pas tous des Bidayat ou des Agawa. Il y a des Arabes là-dedans, comme le général Bichara. Il y a des Tama, comme le général Mamadou. Bref,
il y a une mosaïque de représentants des communautés du Tchad qui fait que ce comité peut inspirer confiance, mais on se demande si ce comité pourra aller jusqu'au bout et si les rebelles qui l'appellent, parce que ce comité militaire a demandé à toutes les parties de venir dialoguer. Et il y en a qui disent que non. Foutez d'abord le camp, non, on ne peut rien avoir à faire avec vous. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Est-ce que la guerre va continuer au moment où ce comité militaire veut normaliser les choses? Des questions sont importantes. En tout cas, on aura à voir. Guy-Hervé Fongan, le rôle de la France dans cette affaire, le quotidien Cameroun, la nouvelle expression qui indique que le président français se lamente plus que la famille du défunt en raison d'un certain nombre pour des raisons géostratégiques et géopolitiques. Est-ce que la France, à votre avis, est-ce que la France a joué un rôle trouble dans cette affaire? Vous avez sans doute remarqué comment, moi qui régulièrement aime rappeler que le doyen, c'est celui que le doyen que toute l'Afrique, le Cameroun nous envie, que je découvre comme exégète du Tchad, que j'ai plus de plaisir à savourer. J'étais loin d'imaginer sa parfaite maîtrise en connaissant du Tchad, tchadien. Donc je découvre un autre exégète du Tchad et ça confirme simplement le fait que j'ai souvent raison de dire que c'est le doyen que toute l'Afrique nous envie. Non, pour dire simplement que c'est un secret de polichinelle, l'implication de la France dans ce qui se passe au Tchad en ce moment. Parce que voyez-vous, ce n'est pas la première fois que les rebelles ont tenté d'attaquer le palais d'Idriss Déby. Il y a eu plusieurs tentatives. À chaque fois, il y a une base française. Il y a une base française qui a repoussé. À l'aéroport de N'Djamena, le dispositif Barkhane. Et c'est cette base française qui a repoussé les rebelles. Et à chaque fois, en rappelant à Déby que s'il ne fait pas des concessions, ils vont laisser la rébellion attaquer le palais. Il semble que cette fois-ci, d'ailleurs, il se dit sous cap que Déby, revenant d'un voyage en France où il a rencontré il y a quelque temps Macron, il a pas mal de propositions indécentes qui lui ont été faites. Donc, par exemple, on demande qu'il soit le rempart de la France dans la sous-région Afrique centrale et que la France, justement, souhaitait s'appuyer sur Déby pour prendre le contrôle sur un certain nombre d'acquis dans le golfe de Guinée. Et ce que Déby n'a pas accepté. Il est rentré très en colère en disant qu'il n'accepterait jamais de faire une chose pareille. Et vous avez vu la célérité avec laquelle les choses se sont passées au Tchad. Parce qu'on est quand même curieux de savoir que la France n'a pas réagi. Il n'y a pas eu contre-attaque, il n'y a pas de contre-offensive comme ils ont eu l'habitude de faire. Ça veut dire qu'entre-temps, sous la cendre, couvait déjà le feu. Monsieur le début, vous allez tomber. Voilà, on va laisser faire et on va vous démontrer qu'on pourra faire sans vous. Et donc, mais sauf que cette manière, cette quasi-dépendance de la plupart des pays africains de la France, je pense qu'il faut qu'on ait... Malheureusement, on aurait pu bâtir les États-Unis d'Afrique avec Muammar Kadhafi, qui est parti trop tôt. Cette capacité de nuisance qu'a la France, dans la plupart notamment en Afrique francophone, il faut bien il faut bien qu'un jour, qu'on réussisse à s'affranchir de cette domination-là et qu'on prenne... lutter contre cela... On ne peut y arriver qu'en étant unis et forts. En y allant en rang dispersé, on ne peut pas. La France continuera à tirer les larrons du feu et imposer ses règles. Camille Nélé, pour sortir ce sujet, au sujet de cet accaparement des terres à Douala deuxième, vous l'indiquiez tout à l'heure, vous avez apporté un certain nombre de précisions, mais est-ce qu'on veut quand même comprendre comment une autorité, comme un sous-préfet, se fait pour se retrouver dans une pareille opération avec 10 hectares de terrain? Non, je dois d'abord dire que je n'étais pas le seul à ce point de presse organisé par le chef de Youpoé la semaine dernière et qui d'ailleurs avait fait un reportage assez succinct, de même que d'autres télévisions concurrentes. Sauf qu'il y avait des dessous qu'on ne maîtrisait pas encore. On ne maîtrisait pas et le messager, la nouvelle expression, nous apporte ce matin des événements tout simplement accablants qui démontrent, et même en publiant un document sur lequel on voit le sous-préfet de Douala deuxième, donc chef de la commission même de distribution des terres, qui est propriétaire lui-même de 10 hectares. Vous imaginez, un sous-préfet lui-même n'est pas encore à Douala depuis 2 ans, mais il possède déjà 10 hectares. Et Youpoé, du côté de Youpoé, 1 hectare coûte entre 500 000 et 1 million de francs. Alors imaginez 10 hectares, ça fait minimum 500 millions ou 1 million. Calcul rapide, ça peut faire près de 10 milliards. 10 milliards de francs. Alors moi je dis que c'est indécent, tout simplement indécent. Et moi je pense que les autorités, la chefferie traditionnelle de Youpoé a saisi les autorités, saisi le préfet, saisi le gouverneur, saisi même la chambre d'initiative et le
ministre des Domaines pour au moins entrer dans ses droits dans une affaire où les terres qui ont été attribuées de la manière la plus légale possible par le chef de l'État en plus sont détournées non seulement par des personnes que l'on considère comme un groupuscule, et maintenant à la tête de ce groupuscule, au milieu de ce groupuscule, on trouve même le sous-préfet lui-même, représentant du chef de l'État. Voilà. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire et qui fait énormément de bruit du côté de Youpoué et du côté de Douala deuxième. Guerre de Fongan. Non, il faut dire que c'est bien qu'on ait de plus en plus une foule qui sache faire foule. Parce que voilà un sous-préfet qui se croit tout permis, qui se croit qu'il est capable d'aller s'accaparer des terres et que les populations craintives vont se taire. Et je crois que s'il y a dans ce pays, la prochaine révolution ou guerre, si jamais elle arrive, ce sera causé par les autorités. Ce sera causé par le problème foncier. Parce qu'il y a de plus en plus, c'est très tendu. Avec nos autorités, on connaît plusieurs... Est-ce que ce n'est pas le rôle trouble des autorités qui engendre tout ça, Guerre de Fongan? Non, c'est pas non seulement le rôle trouble des autorités, mais c'est parce qu'on est dans un système, j'allais dire une sorte comment vous appelez ça, du jacobinisme français, où l'État croit que tout lui appartient. Enfin, l'État croit qu'on les appelle d'ailleurs chef des terres, donc forcément la terre leur appartient. Alors que très souvent, il y a pas mal de colère comme ça dans plusieurs arrondissements de la ville. Mais Guy avait fait il ne faut pas croire que c'est l'État. Il faut dire des représentants de l'État. Des représentants de l'État. Parce que quand vous voyez le chef d'État rétrocéder, quand le chef de l'État rétrocède des terres, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quand les représentants viennent s'accaparer, même pas quand des ministres sont propriétaires de plusieurs dizaines d'hectares dans leur propre village ou bien dans d'autres communes, c'est extraordinaire. Non, tout simplement. Ce n'est pas l'État, c'est certain. C'est des représentants. Et le qualificatif chef des terres auquel on a greffé depuis plusieurs années a fini par intégrer leur subconscient depuis des lustres et donner l'illusion qu'en réalité la terre leur appartient et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais juste de faire très attention. La moindre contestation, on saisit le commissaire de sécurité parce publique. Parce que la prochaine révolution qu'il puisse avoir dans ce pays sera une révolution foncière et ça va créer beaucoup d'émules. Il faut que les gens fassent très attention avec la facilité avec laquelle ils exproprient les gens de leurs terres. Ça va être très dangereux et les populations de moins en moins se laissent faire. Voilà, cher monsieur, le gendarme de l'antenne est déjà là, Carlos Binoué. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Cher monsieur, vous avez encore un mot à ajouter, Guerre de Fongan? Mais on n'a pas parlé de politique. Non, c'est juste un mot pour dire que on va peut-être émettre un vœu. Maintenant que le cardinal a été enterré, le vœu qu'on puisse émettre, c'est qu'il puisse être canonisé. Comme vous l'avez d'ailleurs mentionné en titre, en une du journal Politics Hebdo, Camille Nélé, merci d'avoir participé à cette édition de la revue des Grandes Unes. Merci Guervé Fongan. Mesdames, Messieurs, prenons notre rendez-vous pour demain, pour la dernière de la semaine.